Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce colloque Durkheim au Collège de France, qui est co-organisé par Antoine Compagnon et moi-même dans le cadre d'une série de colloques auxquels vous avez peut-être déjà assisté, qui est dans le cadre de ce programme Passage des disciplines, Histoire globale du Collège de France, 19e, 20e siècle. Antoine Compagnon va rappeler rapidement de quoi il s'agit. Je vais parler en son nom. Il est absent et voilà, je prononcerai son introduction et je vais vous donner quelques détails auparavant. Il y a une exposition en salle 10 qui est associée à ce colloque que je vous recommande d'aller visiter pendant les pauses ou le déjeuner ou quand vous voulez. D'autre part, nous ne ferons pas la présentation de chaque intervenant avant leur présentation, puisque les biographies figurent dans le programme. Enfin, je ferai moi-même la modération des interventions. Après chaque intervention, qui durera à peu près une trentaine de minutes, nous aurons un quart d'heure de discussion avec la salle et j'animerai cette discussion avec évidemment l'intervenant. Voilà, pour donner plus de fluidité à un programme copieux, mais dans lequel nous voulons que les interventions soient suffisamment substantielles pour qu'on ne se sente pas pris par un tourniquet de slides et d'affiches 5 minutes, etc. Donc, ce qui serait idéal néanmoins, c'est que les intervenants sachent qu'à peu près au bout de 30 minutes, leur temps est écoulé et je pourrais faire quelques signes discrets. Voilà, je vais donner la lecture de cette introduction que Antoine Compagnon a préparée pour ce colloque. Je voudrais aussi, avant de le faire parler, remercier Éric Briand qui a été associé beaucoup à toute la série des colloques qui ont eu lieu ici sur ce thème, des passages des disciplines, puisque je le vois arriver. Voilà ce qu'écrit Antoine Compagnon. Le colloque Durkheim au Collège de France est le 4e d'une série. Le programme de recherche que nous poursuivons depuis quelques années a pour titre Passage des disciplines. Il s'intéresse à l'évolution des disciplines universitaires, à la fois du point de vue de la recherche et de l'enseignement, à partir de l'observatoire privilégié qu'offre le Collège de France, où la reconfiguration permanente de la cartographie des sciences est un ancien idéal, sinon la règle. La tradition voudrait que, lors du départ d'un professeur, le choix du successeur sur les crédits libérés soit totalement ouvert. Bien sûr, c'est une légende et certains équilibres sont respectés. Néanmoins, les matières enseignées dans cette maison ont pu s'adapter avec plus de facilité qu'ailleurs au renouvellement des sciences et des humanités. Et pour les derniers siècles, nous disposons ici même d'archives permettant de retracer les controverses qui agitèrent l'Assemblée des professeurs, procès-verbaux des assemblées, rapports de présentation, des projets de chaires approuvés, aussi bien que de projets de chaires inaboutis, rapports de présentation des candidats heureux, aussi bien que malheureux, aux chaires retenues. Je rappelle, dit Antoine Compagnon, que nous avons mis en ligne plus de 700 rapports de présentation pour les 19e et 20e siècles. Cela permet d'inscrire l'histoire des disciplines au collège dans le contexte plus large des établissements parisiens, français et étrangers. Il ne s'agit donc pas d'entreprendre une histoire interne de cette maison, mais à partir des données de cette maison, d'esquisser une histoire globale des disciplines et aussi de se demander, lors du succès ou de l'échec d'un projet de chaire ou d'un candidat au collège, si la décision prise par l'Assemblée fut judicieuse, allait dans le sens de l'histoire ou au contraire faisait preuve de courte vue. Cela permet aussi de dessiner ce que nous avons appelé le collège virtuel, c'est-à-dire le collège des candidatures écartées à un moment ou l'autre de la procédure, et de poser la même question de la validité rétrospective ou non de ces choix négatifs. Disons, pour aller vite, que le collège ne s'est pas toujours trompé. Ainsi, l'orientalisme, l'archéologie, l'épigraphie, les études médiévales, toutes nouvelles disciplines érudites, y ont-elles fait des entrées très précoces au cours du XIXe siècle, mais il a eu parfois l'œil moins perspicace, il a pu retarder sur le mouvement
et il se peut que ce fût le cas pour la sociologie ou les sciences sociales en général. En dehors de journées d'études régulières sur ces questions, nous avons entamé il y a 4 ans une série de colloques sur quelques grands instaurateurs de discursivité, comme les aurait appelés Michel Foucault, afin de mettre à l'épreuve la réactivité du collège et, autour du collège, des institutions académiques françaises en général, à l'innovation en matière scientifique. Les précédents colloques ont porté sur Darwin, Freud et Einstein. La résistance française à Darwin fut notoire, liée à la fidélité à Lamarck, et le collège ne fit pas exception. Le freudisme n'y a jamais été introduit, et lorsque nous affichâmes le projet d'un colloque sur Freud au Collège de France, certains collègues s'inquiétèrent qu'il s'agit d'une énième manœuvre pour introduire la psychanalyse dans la maison. Si le collège eut la main plus heureuse avec Einstein, ce fut dû à Paul Langevin, qu'il avait connu lors du premier congrès Solvay de physique à Bruxelles en 1911, et l'invita aussitôt au collège. La guerre retarda la visite, mais elle eut lieu avec un fort retentissement dès février 1922. Puis le collège offrit une chaire à Einstein en 1933, mais il préféra les États-Unis. Durkheim au Collège de France, le sujet de cette année, se trouve à la croisée des 2 lignes de recherche tout juste esquissées. Durkheim peut être vu comme un instaurateur de discursivité, le fondateur d'une école française originale de sociologie, et il appartient au collège virtuel, ne serait-ce que parce que, peu familier de la procédure, il fit acte de candidature en 1897 à la chaire de philosophie sociale que l'État créait pour Jean Isoulet. Voici sa lettre du 14 juillet 1897 à Louis Liard, directeur de l'enseignement supérieur, que j'ai demandé à Céline Surprenant de venir lire avec moi pour vous. J'apprends par l'officiel qu'il est question de créer au Collège de France une chaire de philosophie sociale. Je sais qu'il ne s'agit que d'un projet qui dépend d'un vote du Parlement. J'espère pourtant que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je vous soumette dès maintenant et à titre éventuel mon très vif désir d'être appelé à ce poste, s'il est créé, et si vous et Monsieur le ministre m'en jugez digne. Voici les raisons que je puis faire valoir à l'appui de ce désir. Je n'ai plus besoin de vous rappeler que j'ai été, il y a juste 10 ans, chargée d'inaugurer cet enseignement dans nos facultés. Quoique cet essai passe pour avoir réussi, il ne m'appartient pas d'en parler. Mais il est un fait sur lequel je vous demande la permission d'appeler votre bienveillante attention. Jusqu'à présent, ma chaire était la seule de ce genre dans l'enseignement supérieur. Si une chaire semblable était créée au Collège de France et était confiée à un autre, il en résulterait forcément pour moi une diminution et une sorte de disgrâce. L'opinion ne pourrait pas admettre que je n'ai pas démérité, puisqu'un autre serait désigné pour continuer sur son véritable terrain l'expérience que j'avais eue pour mission de tenter ici. Durkheim rappelle ensuite ses titres, ses ouvrages sur la division du travail social, les règles de la méthode sociologique, le suicide, ainsi que la fondation de l'année sociologique en 1897. Et il faisait suivre sa signature de ses qualités de professeur de sciences sociales à la faculté des lettres de l'université de Bordeaux. Son argumentation est intéressante. Il serait choquant qu'il ne fût pas nommé dans cette chaire de philosophie sociale nouvellement créée et qu'il lui serait revenu, pour ainsi dire, de droit en raison de son antériorité dans la définition de la discipline. Or, suivant les statuts de 1857, qui intègrent le décret de mars 1852, datant de la présidence dictatoriale, mais conforme aux usages de l'Ancien Régime, les autorités de l'État pouvaient nommer un professeur sur une nouvelle chaire budgétaire sans consultation de l'Assemblée des professeurs. En l'occurrence, la chaire de philosophie sociale était créée à l'initiative d'Alfred Rambaud, ministre de l'Instruction publique d'avril 1896 à juin 1898, dans le gouvernement de Jules Méline, mais d'abord normalien, historien, directeur de cabinet de Jules Ferry et professeur d'histoire à la Sorbonne. Alexandre de Vitry nous instruira sur Isoulet, et je n'en dis pas plus, sur la nomination controversée de ce professeur de philosophie au lycée Condorcet. Proust l'appréciait comme traducteur d'Emerson. Partisan du solidarisme, proche des républicains opportunistes, candidat, malheureux cette fois, à une élection sénatoriale partielle dans le Tarn-et-Garonne à l'automne de 1897, entre sa nomination au collège et sa leçon inaugurale.
Des chahuts d'étudiants socialistes troublèrent ses premiers cours en décembre 1897 et janvier 1898, et son long mandat au collège, Isoulé y resta de 1897 à 1929, ce mandat illustre l'inconvénient des nominations de professeurs trop jeunes dans cette maison qui bloquent le renouvellement disciplinaire des décennies durant. La candidature de Durkheim était donc sans objet, de même que celle d'Alfred Espinas, son collègue à Bordeaux, par ailleurs chargé du cours d'histoire d'économie sociale à la Sorbonne, qui présenta lui aussi sa candidature dans une lettre du 30 juillet 1897 transmise par Liard au ministre le 3 août. Vous en avez ici la copie. Céline, vous voulez la lire? Je n'ai pas la copie. Vous n'avez pas la copie. En tout cas, la voilà. Monsieur Espinas, professeur de philosophie à l'Université de Bordeaux, chargé de cours d'histoire de l'économie sociale de l'Université de Paris, sollicite la chaire de sciences sociales qui vient d'être fondée au Collège de France. J'ai l'honneur de vous transmettre sa demande. Pardon, je n'avais pas mis mes lunettes. 2 décrets en date du 31 juillet, il est peut-être inutile de lire tout ça, mais vous avez les documents ici qu'Antoine a réunis avec Céline. 2 décrets en date du 31 juillet 1897 avaient cependant déjà créé la chaire et nommé Isoulé après un petit tour de passe-passe budgétaire, puisque, comme il prendrait son poste en décembre, un seul mois de crédit fut ajouté au budget de l'instruction publique pour 1897 par un vote de l'Assemblée du 13 juillet 1897. La lettre de candidature de Durkheim, bien renseignée, est envoyée à Liard dès le lendemain. Le Collège de France écarta de nouveau Durkheim en 1904 lorsque Gabriel Tarde, autre adversaire de Durkheim, qui avait été nommé dans la chaire de philosophie moderne en 1900, décéda. Henri Bergson, basculant de la philosophie grecque et latine à la philosophie moderne, ses propres crédits de chaire furent mis en discussion. Lors de l'Assemblée du 27 novembre 1904, Pierre Janet, suivi par Alfred Le Chatelier et Bergson, se prononça en faveur de la création d'une chaire de sociologie à l'intention de Durkheim. Céline. Monsieur Janet s'oppose au maintien. Il demande un enseignement nouveau, celui de la sociologie, qui a un caractère philosophique et qui jette aujourd'hui un vif éclat. Il y a un tel savant qui a appliqué une méthode vraiment scientifique et qui fait école. Il serait intéressant de lui ouvrir les portes du collège. La chaire de sociologie rentrerait dans le groupe des sciences morales et ne modifierait pas l'équilibre du Collège de France. D'autres propositions étaient en concurrence et aucune majorité ne se dégageant, la décision fut reportée. À l'Assemblée suivante, le 15 janvier 1905, Bergson défendit fermement la sociologie. Et voici encore une fois le texte que lit Céline. Monsieur Bergson demande la transformation de la chaire en chaire de sociologie. Il définit le caractère de cette chaire tel que le comprend le candidat éventuel pour lequel il voudrait voir la chaire transformée. La sociologie, comme il la conçoit, est une dépendance des sciences historiques et des sciences positives. Elle ne prétend appliquer ses recherches qu'au passé, mais elle a en réalité des applications pratiques. Elle établit entre les faits des relations qu'on ne soupçonne pas. Elle a donné naissance à une publication importante, l'Année sociologique. Grégoire Viroubov se rallia à sa proposition en faisant remarquer que le Collège de France, je cite, a été créé pour instituer des chaires en faveur des sciences qui ne sont pas encore constituées. Fin de citation. Dans le même sens, Bergson, citation, fait observer que la sociologie n'est pas représentée à la Sorbonne. Fin de citation. Ce fut toutefois une chaire d'histoire et antiquité nationale qui passa la barre, 19 voix contre 11 pour la sociologie et 2 pour la philosophie, à l'intention de Camille Jullian. Massimo Borlandi et Céline Surprenant en parleront peut-être. 2 collaborateurs de l'année sociologique entrèrent toutefois au collège à la fin de la même année 1905 dans des circonstances différentes. Le linguiste Antoine Meillet fut élu le 17 décembre 1905 à la quasi-unanimité de l'Assemblée dans la chaire de grammaire comparée, 33 voix sur 34 votants. Le même jour, l'archéologue Charles Fosset, auteur de compte-rendu dans la revue,
venait d'être élu en seconde ligne dans la chaire de philologie et archéologie assyrienne, derrière Jean-Vincent Scheil, 21 voix pour Scheil, 12 pour Fosset sur 38 votants. Or, le gouvernement renversa l'ordre et nomma Fosset à la suite d'une campagne menée notamment par Clémenceau contre Scheil, appartenant à l'ordre dominicain. La Troisième République, à la belle époque de l'anticléricalisme, procéda plusieurs fois de la sorte. 2 ans plus tôt, en 1903, le positiviste Grégoire Vyroubov avait été nommé dans la chaire d'histoire des sciences, Joseph Chaumier étant alors ministre de l'instruction publique d'Émile Combes, alors que l'Assemblée l'avait classé en seconde ligne, derrière Paul Tannery, réputé Tala. C'est une allusion aux normaliens qui vont à la messe. Tala. 21 voix pour Tannery, 15 pour Vyroubov, lors de l'Assemblée du 8 novembre 1903. Au temps de la séparation, il arriva au pouvoir exécutif de faire preuve d'un autoritarisme dont même le Second Empire, à ma connaissance, s'était abstenu. Il nomma des professeurs sur des chaires nouvelles sans consulter l'Assemblée, conformément au décret de 1152, mais je n'ai pas d'exemple à citer où il n'ait pas suivi le classement de l'Assemblée lors des successions. Quoi qu'il en soit, en 1905, l'Assemblée des professeurs ne broncha pas. Laurent Jean-Pierre abordera tout à l'heure l'année sociologique. L'échec de François Simian sur un projet de chaire intitulé « Faits économiques et sociaux » en 1912 confirme à nos yeux les réticences de l'Assemblée des professeurs à l'égard des sciences sociales, si l'on met de côté la chaire de sociologie et sociographie musulmane d'Alfred Le Châtelier, 1902-1925, puis de Louis Massignon, 1926-1954, chaire coloniale financée par le gouvernement de l'Algérie et non chaire d'État. Simian sera élu en 1932 seulement sur une chaire d'histoire du travail, chaire créée par l'État en 1907, sans concours pour Georges Renard, l'État ayant changé de couleur depuis la nomination d'Isoulet en 1897. Vous entendrez Philippe Steiner sur ce cas. Il n'y a donc pas de chaire de sociologie au Collège de France avant 1931, très tard, après la mort d'Isoulet, qui fit preuve d'une hostilité tenace pour l'école de Durkheim et l'année sociologique. Cette création fut votée à l'intention de Marcel Mauss, après 2 échecs en 1907 et 1909, dans une chaire d'histoire des religions. Je n'entre pas dans le détail dont Philippe Descola pourra traiter. Quelques questions se posent à propos de cette histoire infortunée que je formulerai brièvement ainsi. L'absence de Durkheim au collège à partir de 1897 ou 1905 a-t-elle eu des effets à court et plus long terme sur ce qu'on peut appeler la lignée des chaires de sciences sociales dans cette maison? Car bien que toute chaire soit idéalement sans précédent, des lignées existent bien, voire des routines, et une fois que la sociologie fut introduite avec Mauss en 1931, des chaires dans cette matière furent régulièrement recréées pour Maurice Halbwachs, Claude Lévi-Strauss, dont les 2 premières candidatures inabouties en 1949 et 1950 visaient une chaire de sociologie comparée, Raymond Aron, Pierre Bourdieu, etc., jusqu'au titulaire de la chaire actuelle de sociologie du travail créateur, mon ami et co-organisateur de ces journées, Pierre-Michel Menger. Faisant un peu d'histoire contrefactuelle, peut-on imaginer que l'élection de Durkheim au collège au tournant des 19e et 20e siècles y aurait modifié le tableau des sciences sociales de manière durable? S'il y avait occupé une chaire de sociologie entre 1897 ou 1905 et sa mort en 1917, durant une vingtaine ou une douzaine d'années, quel héritage aurait-il laissé? Aurait-il été un grand électeur? Vu son caractère, son autorité, on peut le supposer, car les professeurs sont égaux à l'Assemblée, mais d'aucuns ont plus de poids et de voix que d'autres et laissent davantage leur marque sur l'avenir de l'institution. Mauss restera plus proche de l'école pratique des hautes études, moins influent au collège, alors que Durkheim, s'il s'était installé au collège au lieu de rejoindre la Sorbonne, ce qu'il fit en 1902, Mathieu Béra y évoquera son arrivée, n'aurait-il pas exercé une longue influence sur l'orientation des sciences sociales dans cette maison? Par la suite, les présentateurs de chaires se réclameront souvent de l'autorité de Durkheim. Joseph Bédier, lors de la présentation de Charles Handler dans la chaire de langue et littérature d'origine germanique en 1926,
Andler lors de la présentation d'une chaire de sociologie en 1930 pour Mauss. Henri Pierron lors de la présentation d'une chaire de psychologie collective, puis de la candidature d'Alvax en 1943. Émile Benveniste lors de la présentation d'une chaire de sociologie comparée en 1950 pour Lévi-Strauss. Ou encore dans des rapports d'Étienne Gilson en 1941, Lucien Febvre en 1946, André Pigagnol en 1947, Fernand Braudel en 1955 et Maurice Merleau-Ponty lors de la présentation d'une chaire d'anthropologie sociale en 1958 pour Lévi-Strauss, candidature enfin couronnée de succès. Au vu de ces nombreuses références, comment ne pas penser que l'élection de Durkheim au collège en 1897 ou 1905 eût infléchi la carte des chaires ici et ailleurs. Ce sont des questions de cette sorte que j'aurais aimé poser aux intervenants qui aborderont la période plus récente et parleront d'Alvax, Thomas Hirsch, Lévi-Strauss, François Héran, Raymond Aron, Pierre Birnbaum, Pierre Bourdieu, Jean-Louis Fabiani et Raymond Boudon, Pierre de Melnard. Je n'ai pas cité tous les intervenants qui toucheront à différentes traces laissées par Durkheim dans l'histoire des disciplines, en histoire ou sociologie des religions, Stéphane Bacciocchi, philosophie, Giovanni Paoletti, épistémologie, Éric Briand, psychologie, Céline Surprenant, pédagogie, Bruno Carcinti, ou traiteront des rapports avec la philosophie allemande, Elisabeth Nemeth, mais je crois qu'Elisabeth Nemeth sera absente. Mais vous aurez entendu dans quel état d'esprit nous avons conçu, Pierre-Michel Maguer, Céline Surprenant et moi-même, le programme de ces 2 journées. Je voudrais encore remercier Céline Surprenant qui a porté l'organisation de ce colloque, ainsi que Claire Gutinger et Christophe Labaune, des archives du Collège de France, pour l'aide qu'ils ont donnée aux intervenants dans la préparation de leur contribution et pour la petite exposition sur Durkheim au Collège de France qui sera ouverte à tous en salle 10 durant les pauses. Et Antoine termine son introduction ainsi. Malheureusement, je ne pourrai pas participer à vos débats, j'en suis désolé. Je me promettais beaucoup de ce sujet depuis plusieurs années que nous y songeons avec Céline Surprenant pour notre série de colloques de passage des disciplines. Vos communications seront passionnantes, j'en suis convaincu, et je suis impatient de les écouter en ligne. Tous mes vœux, donc, pour de belles et fécondes discussions et toutes mes amitiés. Antoine Compagnon. Voilà, c'est bien malgré lui qu'il ne peut pas être présent. Nous pouvons l'applaudir.